Développement et inégalité. Voici la problématique de la leçon. Le développement économique réduit-il ou accentue-t-il les inégalités entre les territoires et les personnes? Grand 1, un développement inégal à la surface de la planète. Petit 1, comment mesurer le développement? D'abord, commençons par une définition de ce terme. Le développement désigne l'amélioration globale du niveau et des conditions de vie d'une population grâce à la croissance économique et le partage des richesses. Autrement dit, il faut différencier développement et richesse d'un pays. Vous pouvez avoir des pays relativement riches et peu développés par exemple. Ainsi, le développement est composé d'une multitude de critères. Plusieurs indicateurs statistiques ont été mis au point afin de mesurer le développement. Le PIB, produit intérieur brut. Alors, il ne mesure pas à proprement parler le développement, mais on en aura besoin par la suite. Donc le PIB mesure les richesses produites par toutes les entreprises dans un pays. C'est-à-dire qu'on considère souvent que le PIB mesure la richesse d'un État. Une première mesure du développement a été faite par le PIB par habitant. C'est-à-dire on prend le PIB d'un pays, on le divise par le nombre d'habitants. Alors, là, c'est un petit peu plus intéressant puisque ça permet de mesurer le niveau de vie moyen d'un habitant dans un État. Mais ça n'est qu'une moyenne et donc ça ne permet pas de voir les écarts de richesse, par exemple, à l'intérieur du pays. L'indice de développement humain, IDH, a été mis en place à partir de 1990 par l'ONU, justement pour essayer de mesurer plus finement encore le développement, et non plus seulement la richesse. Il est calculé de 0 à 1. Alors c'est un indice synthétique qui est calculé en faisant la moyenne du PIB par habitant, de l'espérance de vie, du taux d'alphabétisation. Donc vous voyez, PIB par habitant, la richesse, espérance de vie, les progrès médicaux et taux d'alphabétisation, la couverture scolaire. Il a l'avantage donc de cumuler des données économiques et sociales et il permet donc de mieux mesurer la qualité des conditions de vie. Plus un pays est proche de 1, plus il est développé. Un dernier indicateur que l'on peut utiliser, c'est le coefficient de Gini. Certains appellent ça aussi l'indice de Gini. Cet indice de Gini est un indicateur de mesure de la répartition des richesses. Sous-entendu, plus que l'IDH, il permet de mesurer les inégalités sociales. Il varie de 0, c'est-à-dire une égalité parfaite, à 1, c'est-à-dire une inégalité totale. Petit 2, développement et richesse dans le monde. D'une manière générale, le monde est entré dans une phase de transition économique, c'est-à-dire d'enrichissement rapide. Ainsi, cette croissance économique a permis dans une certaine mesure un développement accru, c'est-à-dire une amélioration généralisée des conditions de vie des populations. La transition économique désigne alors le passage d'une économie agricole et d'une société majoritairement rurale, marquée par une pauvreté généralisée, à une économie basée sur l'industrie et les activités tertiaires dans laquelle la pauvreté recule. Du fait de cette transition économique mondiale, certaines améliorations sociales peuvent être constatées. D'abord, le recul de l'extrême pauvreté. On assiste à la baisse de plus de 1 milliard du nombre de personnes vivant sous le seuil de l'extrême pauvreté en 30 ans. On mesure l'extrême pauvreté par le seuil de 1,90 $ par jour et par personne. Ainsi, cette proportion mondiale de l'extrême pauvreté est passée de 42% en 1990 à 10% aujourd'hui. De même, d'autres améliorations apparaissent, par exemple les progrès importants sont faits dans l'accès aux besoins primaires, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'alimentation, l'accès à la santé, à l'enseignement. C'est surtout constatable d'ailleurs en Amérique latine et en Asie du Sud-Est. Pourtant, de grands écarts de revenus
et de développement existent à la surface de la planète, hein, bien entendu. C'est-à-dire que la croissance économique, l'augmentation donc de la richesse globale d'un pays n'est pas forcément synonyme de développement. Pour que les deux coïncident, c'est-à-dire pour que la croissance économique entraîne une amélioration du développement, il faut une action de l'État qui va mettre en place une politique de redistribution des richesses. Par exemple, par une politique d'imposition, par la création d'impôts, d'écoles, etc. Ainsi, les écarts de développement sont flagrants. On peut citer par exemple la Norvège qui est l'IDH le plus élevé au monde avec 0,953 alors que le Niger a le dernier IDH du monde 0,354. Les inégalités de développement s'accentuent donc dans le monde malgré cette transition économique globale. Petit 2, de forts contrastes de développement à toutes les échelles. Petit 1 d'abord, à l'échelle mondiale, on constate des nords et des sud. On fait souvent une distinction traditionnelle entre les pays industrialisés et développés et les pays en développement. C'est la fameuse distinction nord-sud. Alors attention, distinction nord-sud, le nord étant un nord économique et un sud économique. Cette répartition est aujourd'hui largement dépassée et c'est vrai que les géographes parlent plutôt au pluriel. C'est-à-dire qu'ils utilisent les pays des nord et les pays des sud. Alors, les nord, qui représentent environ 2 milliards de personnes, ont un IDH supérieur à 0,8, c'est-à-dire que ces pays sont développés. Mais il y a des inégalités dans ce groupe. C'est-à-dire que vous avez à la fois les pôles majeurs de la mondialisation, ce qu'on appelle la triade, Amérique du Nord, Europe occidentale, Asie-Pacifique, notamment le Japon. Et puis vous avez aussi dans ce groupe certains pays de l'ex-Union soviétique, par exemple, qui sont considérés comme, pour un certain nombre d'entre eux, des PED. De même, à l'inverse, certains pays des Nord asiatiques ont eu un développement dans les années 60 et 80 et sont aujourd'hui considérés comme des pays riches et développés. C'est le cas de la Corée du Sud, de Taïwan, de Singapour par exemple. A l'inverse, il y a les pays des Suds. Alors globalement, ce sont des PED, ils représentent 2/3 de la population mondiale, mais ils ont des niveaux de développement très différents entre eux. Certains, par exemple, sont très proches du niveau des pays des Nord. C'est le cas, par exemple, bien sûr, des pays émergents, c'est-à-dire qu'ils ont un rythme de croissance élevé, ils ont un IDH proche ou dépassant maintenant 0,8, mais il y a encore de très fortes inégalités sociales. Souvent, on utilise l'acronyme BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, pour désigner ces pays émergents. Il y a des pays des Suds en position intermédiaire. C'est le cas, par exemple, de l'Égypte, de l'Algérie, du Maroc, un certain nombre de pays d'Amérique latine. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à des niveaux de croissance, ou du moins à des niveaux d'IDH encore élevés, mais leur croissance est importante. Et puis, il y a, tout en bas de l'échelle, entre guillemets, les PMA, c'est-à-dire les pays les moins avancés. Ce sont les 50 pays du monde les plus pauvres. Ils sont principalement situés dans l'Afrique subsaharienne et en Asie centrale, et ils vont cumuler les problèmes économiques, sociaux, politiques, la corruption, les guerres civiles, les inégalités, etc. Petit 2, des inégalités socio-spatiales à l'échelle régionale et locale. À l'intérieur même des États, on peut trouver des inégalités socio-spatiales. Notamment, on constate souvent que les littoraux sont plus développés que les arrière-pays. Ils vont concentrer les richesses, ils sont plus ouverts sur le monde, bien entendu. De même, les villes sont plus attractives et souvent plus développées que les espaces ruraux. C'est le cas notamment des grandes métropoles mondiales qui attirent les hommes, les capitaux et les fonctions de pouvoir. Mais on constate aussi des inégalités à l'échelle urbaine, ce qu'on appelle aussi l'échelle locale.
c'est-à-dire à l'intérieur même des villes. Les quartiers riches, souvent à l'écart, peuvent cohabiter avec des quartiers d'affaires et des quartiers pauvres, voire des bidonvilles, ces contrastes sociaux étant plus marqués au sud. On parle parfois de ségrégation socio-spatiale, c'est-à-dire lorsque la différence de richesse et de développement se marque dans l'architecture, dans la manière de bâtir la ville, entre un quartier pauvre et un quartier riche par exemple. Grand 3, le développement durable, un objectif pour tous les pays, pour l'interrogation. Là, on va s'interroger sur le fait, est-ce que le développement durable peut être un levier de développement pour tous les pays? D'abord, petit 1, qu'est-ce que le développement durable? En 1987, un rapport de l'ONU intitulé « Notre avenir à tous », le titre est quand même assez parlant, est le premier à définir la notion de développement durable. C'est un développement qui repose sur 3 objectifs qu'on appelle aussi des piliers. D'abord, le pilier économique, c'est-à-dire continuer à produire de la croissance économique, continuer à produire des richesses. Mais cette production de richesses doit aller de pair avec le pilier environnemental, c'est-à-dire la préservation des ressources pour les générations futures. Ces 2 piliers doivent également aller de pair avec le pilier social, c'est-à-dire une meilleure répartition des ressources et une lutte contre les inégalités sociales, un meilleur partage en quelque sorte de la richesse. En 1992, le sommet de la Terre à Rio, organisé par les États-Unis, est le premier à mettre en avant ce terme de développement durable. Et par la suite, il y a eu de très nombreuses conférences internationales sur ce thème-là. Pourtant, on constate encore des difficultés de mise en œuvre de ce développement durable. C'est ce qu'on va voir dans le petit 2. Donc, les difficultés de mise en œuvre du développement durable. En effet, il n'existe pas un seul mode durable, mais il existe des modes de développement durable qui peuvent être différents selon les lieux, car on s'est rendu compte qu'il fallait s'adapter aux conditions locales, au niveau écologique, au niveau économique, au niveau social des pays. Ainsi, on peut faire une distinction entre les pays du Nord et les pays du Sud, cette fois-ci utilisée au singulier. En effet, les pays du Nord ont mis au point en quelque sorte ce développement durable, ils ont été les premiers à tenter à le mettre en application, et c'est normal parce qu'ils avaient terminé leur développement économique, ils avaient donc des moyens financiers pour le faire. Alors, on constate quand même que dans les pays développés, c'est surtout le pilier environnemental qui est favorisé. Mais d'ailleurs, cette notion peut être remise en cause dans les pays du Nord. On voit bien comment, en 2017, les États-Unis sont sortis de l'accord de Paris de 2015, où une soixantaine de chefs d'État s'étaient mis d'accord pour réduire les gaz à effet de serre. Dans les pays du Sud, la situation est tout autre. En effet, dans de nombreux pays du Sud, on a vu l'exemple des PMA par exemple, ou même des pays en situation intermédiaire, le stade de développement atteint pose encore d'immenses problèmes, comme l'accès à l'alimentation, l'accès au logement, à l'eau potable, aux soins. Et c'est vrai que clairement, dans ces pays-là, les piliers économiques et sociaux passent avant le pilier environnemental. D'autant plus, cette situation s'est aggravée parce que depuis les années 1990, certains pays ont pris pour levier la mondialisation, comme levier de croissance. C'est-à-dire qu'ils veulent de plus en plus s'intégrer dans la mondialisation, puisque l'économie est devenue de plus en plus globale, et par des industries, soit de confection, soit des industries minières, extractières, etc., eh bien, ces pays vont s'impliquer dans la mondialisation, et donc vont privilégier le pilier surtout économique et dans un deuxième temps, le pilier social. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ça vous fait plaisir. Vous pouvez également laisser un commentaire.
pour poser une question sur ce que j'ai dit ou pour faire toute autre remarque.